Bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais te parler de comment devenir qui tu es vraiment. En tout cas, je voudrais te proposer des pistes, et c'est des pistes qui viennent de mon expérience personnelle, qui ont marché pour moi. Moi, je m'appelle Jean-François, je suis, on va dire en chemin, pour devenir qui je suis depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis en train de me former pour devenir coach et thérapeute pour accompagner aussi des gens sur ce chemin. Alors, je vais te proposer 4 pistes concrètes. Mais d'abord, en fait, ça veut dire quoi? Devenir qui je suis vraiment. Et pour le comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire être qui je ne suis pas vraiment aujourd'hui? Et ben pour moi, en fait, être qui je ne suis pas vraiment, ça veut dire euh, j'ai l'impression que il me manquerait quelque chose, que je suis incomplet, que je suis imparfait, et que si j'avais cette pièce manquante, enfin, je serais heureux, tout y va bien. Mais aujourd'hui, il me manque quelque chose. Je suis pas à la hauteur. J'ai pas, j'ai pas beaucoup de valeur ou une valeur suffisante. J'aurais plus de valeur si j'avais ça, mais je ne le suis pas, c'est pas moi, donc je suis condamné à avoir peu de valeur en fait toute ma vie. Ça peut être de s'auto-flageller pour les défauts qu'on a. Ouais, je suis une personne avec tel défaut, tel défaut, tel défaut, tel défaut, tel défaut, et je sais bien les voir, hein, je sais bien les remarquer, et je sais bien le marquer quoi. Et je m'auto-flagelle. Voilà. Donc pour moi tout ça, ça veut dire être qui on n'est pas vraiment. Et pour devenir qui on est vraiment, je te lance un défi. Mon défi, c'est de voir ce qui se passerait si tu te mettais à croire qu'à l'intérieur de toi, il y a un potentiel. Et ce potentiel, c'est lumineux, c'est beau, c'est un son de cloche magnifique, ce serait quelque chose vraiment... Waouh, si le monde voyait ça, ce serait sympa, quoi. Mais ça se manifeste pas, malgré le fait que ça existe, que c'est déjà à l'intérieur. Ça se manifeste pas parce que il y a plein de couches qui t'ont été mises dessus par la vie ou que tu as développé, des couches de mauvaises habitudes, des couches qui sont liées à ton éducation, à ton histoire de vie, peut-être à des choses traumatisantes, à toutes les casseroles de la vie en fait. Tout ça, ça fait une grosse gang, et tout ça, ça fait une grosse gang de boue, bien compacte, bien solide, et du coup, toute la lumière qu'il y a à l'intérieur, elle peut pas se voir. Donc, je voudrais t'inviter à te demander, mais est-ce que ta vraie nature, ce que tu es vraiment, pour le dire d'une façon un peu poétique, on pourrait dire euh, l'être que tu devais être dans ce monde, la vibration originelle de ton être, euh, est-ce que ce serait pas celle-ci? Et ça veut dire que ce toi qui existe avec toute la boue à l'extérieur, en fait, c'est pas ton vrai toi. Il faut casser la gangue de boue, et quand on ouvre à l'intérieur, il y a ta vraie nature. Et elle est là en potentiel, et c'est ton vrai toi. Si tu enlèves toutes les couches, si tu purifies le truc, à la fin, ce qui reste, c'est toi. Alors moi, j'ai cette croyance. J'ai cette croyance de croire que y a une version de nous-mêmes potentielle qui existe et que c'est le sens de la vie de chacun de la manifester et de grandir jusqu'à ce qu'elle soit visible dans le monde, et que c'est pas parce que la personne ne la voit pas et c'est pas parce que tu ne la vois pas en toi qu'il n'y a pas vraiment ça, cette vraie nature au fond de toi. Et si tu n'y crois pas, en tout cas moi j'y crois pour toi. Alors concrètement, comment devenir cette vraie version de toi-même, hein, c'est l'expression qu'on entend souvent. Et la première chose, regarde les histoires mentales que tu te racontes sur toi, sur ce que tu es. Euh, Tu vois, on peut être beaucoup dans la comparaison dans la vie. Et on peut comparer ce que moi je suis, ou en tout cas ce que je crois être, à ce que quelqu'un d'autre est. Je te donne un exemple. Imaginons, je m'appelle Bernard, et moi, Bernard, quand j'invite des gens à dîner, ou la dernière fois que j'ai invité des gens à dîner, il n'y a pas grand monde qui est venu. Et mon pote Antoine, lui, quand il invite des gens à dîner, mais il y a plein de gens qui viennent, qui disent oui, et c'est super, il y a une très bonne ambiance. Et derrière, je me raconte une histoire par rapport à tout ça. Je peux me raconter l'histoire de moi, je suis cette personne auquel les gens, chez qui les gens n'ont pas trop envie de venir. Je suis cette personne impopulaire, ou je suis cette personne qui n'arrive pas à être en lien avec les autres, etc., etc. Et lui, il est en lien, il est populaire, il a ce succès social, en fait, finalement. Et l'histoire que je m'invente, c'est que c'est ce que je suis. Alors qu'en fait, on a des faits. J'ai invité à dîner, il n'y a pas grand monde qui est venu. Il a invité à dîner, il y a des gens qui sont venus. Et à partir de ces faits, je crée un raccourci. Donc, c'est ce que c'est ce que nous sommes chacun qui explique cette différence. Lui, il est complet. Moi, il me manque quelque chose.
Et ben tout ça, c'est des histoires mentales, en fait, qu'on se raconte, qu'on met sur la réalité. Et ces histoires mentales, elles peuvent être toxiques. Et ces pensées, on peut les ruminer, se les redire encore et toujours, encore et toujours. Et il y a une branche de la psychologie qui s'appelle l'approche cognitive, les thérapies cognitives, qui regarde justement ces histoires mentales qu'on se raconte et qui aide les gens à examiner un peu les croyances qu'il y a derrière ces histoires qui se racontent et à voir si ils pourraient pas se raconter des histoires un peu plus positives. Et si dans les histoires qui se racontent, il n'y aurait pas des croyances, en fait. Et que peut-être ces croyances, elles sont fausses. Et parfois, la vérité, en tout cas ce qu'on se représente comme la vérité, semble tellement vrai, alors que derrière, il y a des gros mensonges. Je me souviens que j'avais été assez marqué par une conférence d'Andrew Salomon, qui est un auteur qui a beaucoup enquêté sur des sujets comme le fait d'avoir des enfants pas dans les normes, et comment les parents vivent ça, ou sur le sujet de la dépression. Lui-même a été sujet à la dépression dans sa vie. Et il dit, mais en fait, quand on est dans la dépression, le monde, ça semble tellement vrai que le monde est désespérant, etc. Mais, but the truth lies. Il dit ça dans une conférence TED qui s'appelle Depression, The Secret We Share, la dépression, le secret qu'on partage. Ça semble tellement vrai, but the truth lies. Mais la vérité ment. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est que on est très très accroché à nos mensonges, ça nous semble évident, mathématiques, qui sont vrais, mais en réalité, derrière, c'est juste des histoires qu'on se raconte. Donc, dans notre exemple de dîner, qu'est-ce que ça changerait si au lieu de se dire moi Bernard, personne ne vient à mes dîners à cause de ce que je suis, Antoine, ils viennent à cause de ce qu'il est, si on allait regarder peut-être le contexte, peut-être les compétences sociales. Euh, Est-ce que c'est toujours vrai, et ce sera toujours vrai, que personne ne va venir à mes dîners? Il peut y avoir des explications simples en fait derrière. Peut-être que en fait Antoine, quand il invite les gens à dîner, il les invite au milieu d'un certain réseau. C'est un réseau d'amis qui se connaissent déjà. Et du coup, quand il invite les personnes, bah, elles savent qu'elles vont voir d'autres personnes qu'elles connaissent. Et donc, est-ce qu'elles viennent vraiment pour Antoine et pour les beaux yeux d'Antoine? Pas seulement. En fait, elles viennent parce qu'elles savent que ça va être sympa. Et donc, il y a quelque chose de structurellement dans la structure des liens des gens qui gravitent autour d'Antoine qui font que bah, ils sont motivés pour venir. Alors que moi, j'invite des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Je n'ai encore jamais fait de dîner à la maison. Et du coup, quand j'invite, les gens ils se disent mais comment ça va être en fait chez Bernard? euh, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc je suis peut-être un peu moins motivé. Donc pour devenir qui tu es vraiment, regarde les histoires que tu te racontes. Et peut-être que tu es en train de t'inventer l'histoire qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce que tu es, alors qu'en réalité, il y a un contexte qui peut expliquer telle ou telle chose, il y a peut-être des compétences à apprendre qui te permettraient que les choses se passent pas de la même façon, etc., etc. Et en fait, tout va bien dans ce que tu es. Deuxième conseil, pour devenir vraiment qui tu es, bien te connaître pour faire briller les qualités de tes défauts. Je m'explique. J'ai plusieurs fois entendu des personnes hypersensibles me dire, quand j'ai découvert le concept d'hypersensibilité, tout d'un coup, j'ai compris qui j'étais, il y a une cohérence. Et moi qui avais tendance à me dire mais pourquoi je suis tellement différent des autres, pourquoi je suis aussi émotif, pourquoi je surréagis alors que personne ne réagit, pourquoi quand il y a une lumière qui éclaire un peu trop fort dans une pièce, il n'y a que moi que ça dérange, est-ce que je suis une chochotte, etc. Bah, ces personnes hypersensibles par rapport à tout ça, le jour où elles ont découvert le concept d'hypersensibilité, en fait, elles ont compris qui elles étaient, comment elles fonctionnaient, pourquoi c'était très très logique qu'elles fonctionnent de cette manière. Et du coup, elles ont pu commencer à voir, bah en fait, du coup, ça veut dire que j'ai certaines qualités et du coup certains défauts, et j'ai les défauts de mes qualités et les qualités de mes défauts. Et du coup, je peux voir tout ça ensemble. Je peux comprendre la cohérence de ce que je suis. Voilà, donc bien se connaître. En fait, il y a des personnes qui découvrent leur hypersensibilité hyper tard, à 40 ans, à 50 ans, qui se disent mais pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt? Et en fait, moi je crois vraiment que ouais, ça met du temps, mais il faut faire l'effort aussi d'aller chercher, d'aller un peu explorer, d'aller trouver des outils, des quiz, d'échanger avec des spécialistes de la question
pour, pour comprendre notre fonctionnement, qui on est, et pouvoir mettre un peu de cohérence, un peu de lumière par rapport à ça. Une fois que tu auras compris ton fonctionnement, que ce soit un hypersensible, un hyperactif, que ce soit sur le spectre de la bipolarité, peut-être HPI ou zèbre, enfin voilà, une fois que tu as compris comment tu fonctionnais, déjà c'est un soulagement. Et puis tu peux vraiment voir cette dimension avec ses qualités et ses défauts. Et il y a un principe qui est parfois enseigné quand on développe une startup. On dit, ben, on essaye toujours de corriger les défauts, ce qui va pas, mais est-ce qu'il faut vraiment mettre de l'énergie là-dedans? Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'améliorer à fond ce dans quoi on est génial? Et en fait, c'est un conseil qu'on peut appliquer aussi à soi. Et qu'est-ce qui se passerait, je reprends l'exemple de l'hypersensibilité, si au lieu d'essayer de tout le temps corriger tes défauts d'hypersensible, tu voyais tes super pouvoirs d'hypersensible? Est-ce que tu as été au bout de ça? Là, au lieu de te flageller tout le temps, je suis une mauviette, non, non, non. Est-ce que tu as été au bout de ta créativité, de ton empathie, de ta capacité à avoir des super antennes qui ressentent tout ce que les gens sentent? Tout ça, c'est des super pouvoirs et ils peuvent faire des choses merveilleuses dans ce monde. Donc, développe ça à fond. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de l'hypersensibilité, mais en fonction de toi, ce que tu es, ce sera sans doute d'autres traits. En fait, je me suis rendu compte de ça un jour où je faisais un peu des recherches sur les profils zèbres, donc ces profils haut potentiel, ce type de traits, de personnalité. Et en fait, il y a une typologie qui existe, je crois qu'il y en a 6 types. On dit il y a le haut potentiel rebelle, le haut potentiel en échec, le haut potentiel ceci, le haut potentiel cela. Et il y en a un, c'est le haut potentiel successful. C'est celui qui réussit tout et qui, comme il est super intelligent et super sensible et plein de choses, bah, il utilise toutes ses qualités pour réussir super bien. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça la vraie nature d'un haut potentiel. C'est ça ce que ça donne quand il est vraiment ce qu'il est et que son hyper potentialité, bah, elle fleurit, qu'il peut l'offrir au monde. Et en lisant ça, je me suis dit, bah, moi, je suis sensible. Je sais pas si je suis hypersensible, mais en tout cas, je suis sensible. Euh, et je me suis dit, je vais écrire une lettre d'amour à ma sensibilité. Et au lieu de me jeter des pierres et d'essayer de plus ressentir tout ce que je ressens en tant que personne sensible, bah, je vais juste devenir un super sensible. Dans le lien avec les autres, créatif, qui utilise toutes ses qualités dans sa vie professionnelle et dans son travail. Troisième piste, pour devenir qui tu es vraiment, c'est de pratiquer l'autocompassion vis-à-vis de ses défauts. Dans le point précédent, en gros, l'idée c'était sache qui tu es et si tu as des défauts, bah, tu as sans doute des qualités qui sont dans la polarité opposée de tes défauts. Donc, te focus pas trop sur tes défauts, regarde tes qualités, essaye de faire grandir tes qualités. Maintenant, on va parler des défauts. Que faire avec tes défauts? Et ben les accepter et les aimer. Et comment on fait ça? Pas en se répétant mentalement façon méthode Coé, j'aime m'assurer émotivité, mais plutôt en descendant dans le corps, tu vois, par des approches type Vitos, type méditation de pleine conscience. Euh, et la descente dans le corps, en fait, permet de désensibiliser, d'apaiser ce qu'on ressent avec ces approches. On va apprendre à observer les sensations désagréables sans vouloir forcément les rejeter, mais à les accepter. Et en faisant ce travail d'acceptation dans le corps, on va pouvoir accepter aussi nos émotions. On va pouvoir accepter aussi tout ce qu'on est. Et l'idée, ça va être, c'est Thich Nhat Hanh qui dit ça de façon très jolie, être vis-à-vis de notre souffrance ou de ce qu'on n'aime pas en nous, comme une mère avec son bébé. T'imagines le bébé qui pleure, et la mère, elle n'a pas peur du bébé qui pleure. Elle est complètement non violente avec lui, elle l'accepte, et juste elle se rend présente à lui. Alors pour te donner un exemple personnel, moi, une caractéristique que j'ai, c'est que je suis assez anxieux. Et quand je sens mon anxiété, avant je me racontais beaucoup d'histoires de ça va dégénérer, je suis pas capable de gérer ma vie, je suis trop anxieux, etc. Donc en fait, en plus de l'anxiété, il y avait la peur de l'anxiété. Et un jour, je me suis mis à pratiquer cette approche et ressentir la sensation d'anxiété et dire ok, c'est ok, je suis anxieux, t'es bienvenu. Et paradoxalement, en acceptant que l'anxiété soit là, ça apaise l'anxiété. Et bah c'est ça qu'on peut faire aussi avec nos défauts.
accepter cette colère qui se déclenche en moi tout le temps, accepter cette anxiété, accepter ce manque de compétences sociales que j'ai, accepter mon côté procrastinateur et paresseux. Voilà, c'est là. Et peut-être il y a une partie que je peux pas complètement changer, mais ce que je peux changer, c'est d'être en paix avec cette partie. Et donc ça, l'auto-acceptation, l'auto-compassion, ça passe par le corps d'abord. Quatrième approche, trouver dans le regard des autres un allié. En fait, si jamais tout le monde autour de nous nous voit comme quelqu'un de parfait, bah on va se sentir parfait. Mais si tout le monde autour de nous voit, nous renvoie, peut-être pas sans nous dire, mais inconsciemment, dans les échanges d'inconscient à inconscient, mais qu'on perçoit quand même par une façon de regarder, une façon de ne pas répondre, une façon etc. Si les personnes nous communiquent qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, bah, qu'est-ce qu'on va croire? Bah, qu'il y a quelque chose qui cloche en nous. Et il y a une citation de Stephen Covey que j'aime beaucoup. Stephen Covey, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur ce livre. Il a été assez marquant pour moi dans mon cheminement. Et il dit, le leadership, c'est la capacité à voir la valeur et le potentiel des autres d'une façon si claire qu'ils arrivent à le voir en eux. Donc en gros, tu te souviens au début de la vidéo, je te parlais de la lumière qu'on a à l'intérieur, mais elle ne peut pas se voir parce qu'il y a une couche de boue. Mais la lumière, c'est notre vraie nature. Et ben, le leader, c'est celui qui arrive à voir ça. Il le voit en toi. Et du coup, toi, tu arrives à le voir en toi. Et donc, il faut s'entourer de leaders, selon cette définition-là du leadership. Et donc, cultive les amitiés, va chercher les amitiés, qui sont des amitiés avec un grand A. L'ami avec un grand A, c'est la personne qui te donne envie de devenir qui tu es vraiment, parce qu'elle le voit en toi, puis aussi parce qu'elle a envie de te faire grandir, elle t'élève, tu sens que tu deviens une meilleure personne à son contact. Donc ça, ce serait la première approche pour se trouver des alliés, se trouver des amis avec un grand A. Et les amis avec un grand A, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les endroits qui nous plaisent et en faisant les choses qui nous plaisent. Par exemple, pour moi, ça a été le village des Pruniers, qui est un monastère bouddhiste où j'ai passé un an. Et j'adore ce lieu, j'adore l'enseignement de ce lieu. Et du coup, bah forcément, les personnes que j'ai rencontrées là-bas, quelques-unes sont devenues des amis, voilà, qui m'ont accepté comme je suis, et puis qui m'ont élevé aussi, en me renvoyant un miroir de moi-même qui me faisait grandir. Et puis, la deuxième approche, au-delà de l'amitié, c'est aussi d'apprendre à développer une relation sécurisée avec les autres. Si je suis sécurisé dans ma relation avec les autres, alors je peux dire ce que je pense. Alors je peux oser être moi. Être moi, ça veut peut-être dire non. Ça veut peut-être dire je veux. Euh, voilà, donc enlever ce masque ou ces liens qui nous empêchent d'être qui on est vraiment devant les autres. Et ça, il y a des méthodes efficaces qui existent pour travailler cette sécurité relationnelle, notamment par exemple les thérapies interpersonnelles, qui ne sont pas trop développées en France, mais beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, etc. Il y a beaucoup de recherches scientifiques par rapport à ces thérapies, et elles sont efficaces. Si tu veux télécharger le résumé de la vidéo, tu trouveras notamment les personnes que je cite, les citations, les thérapies que je cite. Tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description. Et si tu me laisses ton mail, je t'enverrai ce résumé. Et puis l'accès à des contenus pour t'aider à gagner confiance en toi, pour réussir tes défis dans ta vie pro, dans ta vie perso, dans ta vie amoureuse, etc. Donc, tu recevras l'accès à une mini-formation qui s'appelle Les 3 secrets pour dompter ses peurs. C'est une mini-formation réservée à la communauté privée. Tu recevras aussi mes emails où je te partage mes essais, mes erreurs, ce que j'apprends sur mon propre chemin pour dépasser mes peurs. Et puis tu recevras aussi l'accès à une communauté Telegram. C'est une communauté bienveillante de personnes qui ont envie de s'entraider pour gagner en confiance, dépasser leurs peurs. Il y a une communauté Telegram ouverte et il y a une communauté Telegram réservée aux hommes parce que je crois vraiment à la puissance des cercles d'hommes pour grandir aussi en tant qu'homme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.